CSP2H et il y a les CSP3H et les C simple liaison C. Dans le cyclohexénone, il y a, en plus de ce que j'ai dit, il y a la liaison C double liaison O qui doit apparaître. Donc, lorsque on regarde par rapport à la vibration de la vibration CO, ici, dans cette molécule, la vibration CO va apparaître à des nombres d'ondes plus faibles parce qu'il y a la conjugaison. Alors, la vibration, il y a on observe sur le spectre une vibration à 3400 cm-1. Et c'est ça ce que je vous ai montré avec la flèche. Donc, la 1700, c'est la nu CO, ici. Ici, vous avez la vibration nu CO qui est à 1700 cm-1. Ça, c'est la vibration CO. C'est, comment je vais le mettre? Je vais prendre ça. Je vais faire c'est sigma de la double liaison C, double liaison O. Donc, sigma, il faut que je fasse ça en symbole. Voilà. Mais il faut qu'il soit un sigma petit. Voilà. Donc, ça, c'est la liaison sigma CO. Ça, c'est la liaison sigma CO. Et donc, nous avons l'overtone, c'est 2 fois sigma CO, c'est 3400. Donc, nous avons montré qu'on peut trouver les overtones dans des composés carbonylés. Alors, évidemment, ici, dans le cyclohexénone, nous avons expliqué qu'il y a des bandes supplémentaires dues à la vibration sigma CSP2H vers 3060 et les vibrations CSP3H qui sont communes aux deux composés apparaissent entre 2880 et 2980. Alors, ici, on vous a dit une idée simple. Si vous regardez les deux spectres, il y a un spectre qui présente plus de bandes que l'autre, n'est-ce pas? Celui-là, par exemple, à droite, que j'ai cliqué là, il présente beaucoup plus de bandes que celui-là. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et je vous ai expliqué la semaine dernière que lorsqu'il y a la symétrie, il y a toujours des bandes qui n'apparaissent pas. Donc, ça veut dire que ce composé A, il est plus symétrique que le composé B. Eh bien, ça veut dire en fait que le A, c'est... on voit que la molécule du cyclohexène présente un axe de symétrie de type A2. Donc, le cyclohexène, il est symétrique. Donc, rien qu'en regardant les nombres de bandes, on peut dire que ça, c'est le cyclohexène parce qu'il est symétrique. Et ça, c'est le cyclohexénone qui est moins symétrique. Donc, il y a plus de bandes. Donc, on était d'accord là-dessus la semaine dernière. Maintenant, nous allons voir ici le spectre infrarouge de ce spectre infrarouge. Vous le voyez? Oui ou non? Oui. D'accord. Donc, ce spectre infrarouge, ils disent que d'abord, c'est une molécule C4H11N. D'abord, on demande de calculer le degré d'insaturation. Ça, vous connaissez, non? Le degré d'insaturation, c'est 2 fois 2N, deux fois le nombre de carbone, moins N fois le nombre d'hydrogène, moins N fois le nombre de chlore, plus N fois le nombre d'azote, plus 2 sur 2.
Donc ça, c'est le degré d'insaturation. Oui ou non? Oui, Oui, monsieur. Vous connaissez ça, donc il n'y a pas de problème. Ça, vous le connaissez, je vous le mets comme ça. Si je fais l'application numérique, ma molécule, donc ça fait 2 fois le nombre de carbone, ça fait 4, donc fois 4, moins le nombre d'hydrogène, ça fait 11, moins le nombre de chlore, 0, plus le nombre d'azote, 1, plus 2 sur 2 est égal 8, moins 11, moins 0, plus 1, plus 2. 8 plus 1 plus 2, ça fait 11. 11 moins 11 égale 0, donc le degré d'insaturation est égal à 0. On est bien d'accord? Oui, monsieur. oui, monsieur. Très bien. Donc cette molécule est entièrement saturée. Donc il n'y a pas de double liaison, il n'y a pas de cycle. Il n'y a rien. Si on vous demande maintenant la deuxième question, c'est donner les différentes structures possibles du composé. Alors, je les ai données ici. J'espère que ça vous apparaît plus clair ou bien j'ai agrandi là. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 possibilités. La première possibilité, la chaîne linéaire qui commence par les carbones et qui se termine par une amine. La deuxième, je déplace l'amine en position 2. La troisième, je déplace l'amine en position 3. La quatrième, je mets l'amine en position 3, mais je redéplace ici le méthyle pour le faire ici comme ça. La cinquième, j'ai seulement changé la chaîne carbonée et j'ai laissé l'amine primaire. La troisième, j'ai encore de la même manière changé la chaîne carbonée. Et la quatrième, la dernière, c'est changement de chaîne carbonée et changement de position de N. Donc, j'ai 7 formes possibles pour se composer. Est-ce que vous arrivez à le faire, ça? Est-ce que vous arrivez à le faire? Dites-moi. Les enfants. Yaoulidati. Bonjour. Allô? Monsieur. Yeah. Oui, monsieur. C'est ouais. Voilà. Et donc, vous arrivez à faire ça. Ça, c'est simple, c'est facile. Si on vous dit C4H11N, donnez les formes et des structures possibles du composé, vous allez pouvoir faire ça. CCCN, CCNC, CCNCC, etc. D'accord? monsieur نديروهم كاملين. Ah. Normalement, vous devez être capable parce que انا ماشي انا اللي كنقري هذه الماده، داك الاستاذ اللي كيقريكم هذه الماده خصو يكون تكونوا كطيروا في هذا الشيء سامبل. Les isomères, Oui, monsieur. les différents isomères de la composition du composé C4H11N. Je vous ai dit, vous faites CCCN, CCCNC, CCNCC, ensuite CCNC et NC, ensuite C, etc., etc. Donc, vous faites toutes les possibilités, vous allez trouver 7, pas plus. Donc, dans ces 7, on vous pose la question suivante. Quelles données spécifiques permettent-elles de garder une seule famille de composés et d'éliminer les autres? Ah, là, c'est une bonne question. La donnée spécifique qui permet de garder une seule, c'est que je vous ai expliqué dans le cours que si je vois ici, si je regarde ici dans cette zone, je trouve une double bande. La double bande, elle veut dire que je suis en présence d'un groupement d'un groupement NH2, une amine primaire. Ça veut dire que je suis en position NH2. J'ai une amine primaire. Donc, OK?
Oui, monsieur. Alors, je veux regarder à quelle valeur je la trouve. Je sais que le plus simple, c'est de calculer avec les centimètres moins 1, mais ils ne sont pas très précis. Je vais regarder l'échelle en haut qui est en micron. L'échelle en haut est micron, l'échelle en bas est en centimètres moins 1. Donc, si je regarde le micron, je vais trouver que c'est 3 microns. À 3 microns, j'ai une vibration NH2. Donc, le sigma, c'est 1 sur lambda, c'est 1 sur 3 microns. Le micron, c'est 10 moins 4 centimètres. C'est 10 moins 6 mètres, ou c'est 10 moins 4 centimètres, n'est-ce pas? Oui, monsieur. D'accord. Donc, je divise 1 par 3, 10 moins 4, ça va me donner 10 puissance 4 sur 3, donc 3333,33 centimètres moins 1. J'ai deux bandes. La présence de deux bandes ici en rouge, je le mets en rouge gras ici à 3300 centimètres moins 1. OK? Ça prouve que j'ai une amine primaire. إلا اتفقتوا معايا نعاود نشرح. صافي, vous êtes d'accord? C'est une amine primaire. Oui, monsieur. Alors, Oui. si vous êtes d'accord, je reviens à mes composés. J'ai 1, c'est une amine primaire. Le 2, c'est une amine secondaire. Le 3, c'est une amine secondaire. Le 4, c'est une amine tertiaire. Le 5, c'est une amine primaire. Le 6, c'est une amine primaire. Et le 7, c'est amine secondaire. Donc, moi, les amines secondaires et tertiaires, je les efface. Donc, je vais garder 1, 5 et 6. 5, 6. Très bien, je vais garder 3. Les autres ont disparu. Bravo. C'est ce que j'ai fait. J'ai gardé. Donc, ces deux bandes correspondent à la vibration du groupement NH2. Il s'agit donc d'une amine primaire. Donc, on ne sélectionne que les amines primaires. Les amines secondaires et tertiaires sont éliminées. 3 molécules sur 7 sont alors concernées. Celle-là, celle-là et celle-là. On est bien d'accord. Donc, je vais les encadrer, comme ça peut-être, ça va faire, je vais leur faire un contour rouge, un petit peu plus épais. Le deuxième, je fais la même chose, plus épais. Et la troisième, la même chose, plus épais. J'ai la troisième molécule. Donc, j'ai mes 3 molécules qui sont des amines primaires. D'abord, je ne sais pas laquelle. Je ne sais vraiment pas. Est-ce que c'est ça, ça ou ça? Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va m'aider maintenant pour élucider la structure? Qu'est-ce qui va m'aider? Dites-moi. Ce qui va m'aider, c'est la spectroscopie RMN. Comme je vous l'ai expliqué ce matin, si je fais la RMN, je vais trouver ici combien de signaux RMN je vais trouver pour la première. Les enfants, combien de signaux ici pour la RMN? RMN proton, 1H. Combien de signaux je vais trouver pour la première? Waouh, vous êtes mort à ce point? Pour la première, combien je vais trouver? J'ai CH3, je n'ai pas de symétrie, donc un signal. CH2, un autre signal. CH2, un autre signal. CH2, un autre signal. Et NH2, un autre signal. Donc ça, c'est 4 signaux RMN. 4 signaux RMN. 5 signaux RMN. 5 signaux RMN. Celle-ci, combien? J'ai les CH3 sont équivalents, donc ils vont donner un signal. Le CH, un deuxième signal. Le CH2, un troisième signal. Et le NH2, un quatrième signal. Donc, 4 signaux RMN.
Et la dernière, combien elle va me donner? J'ai ici encore la même chose. 1, 2, 3, 4, 5 signaux. 5 signaux. ولكن aucun spectre ne ressemblera à un autre. N'est-ce pas? Ça va être un triplet. Ça, le CH2, 1, avec 2 H et 3 H, ça fait 5. Donc, un sextuplet. Celui-là, un quintuplet. Celui-là, un triplet. Et celui-là, une bosse. Une petite bosse. Les NH2 n'apparaissent pas bien. Vous avez compris? Je fais Oui, un tout monsieur. petit de l'ARMN. Voilà. Donc, l'ARMN va m'aider à résoudre le problème. Maintenant, je pose la question. L'autre question, c'est que j'ai la vibration de déformation CN, qui apparaît vers 1080 dans un hydrocarbure aliphatique, alors qu'elle apparaît dans la zone 1280-1361 dans une amine aromatique. Interprétez le résultat. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je passe de la forme aliphatique, ici, c'est la forme aliphatique, le doublé d'ILN n'est pas conjugué, il reste sur l'azote. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Oui ou non? Oui. D'accord. Maintenant, avec l'amine aromatique, le doublé de N va être délocalisé par effet mésomère d'honneur. Donc, cette simple liaison CN va devenir une double liaison CN. Oui ou non? Elle est devenue double. Est-ce que vous la voyez là? Simple double. Oui, oui. Oui, monsieur. Elle vous apparaît. Très bien. Donc, la simple liaison est devenue double liaison. 1, 2, 3, 3 fois sur 5. Donc, il y a plus de chances de voir ces doubles liaisons N que ces simples liaisons N. Donc, la vibration va augmenter. Au lieu d'être à 1080, elle va être à 1280 et entre 1280 et 1360. Donc, c'est ça l'explication. C'est que le doublé de l'azote renforce la liaison CN. Il la renforce. Elle devient presque double. Alors, si vous êtes d'accord, normalement, pour pouvoir travailler comme il faut, vous devriez préparer ça à la maison. Mais je ne sais pas, moi, je suis obligé d'avancer dans les TD, donc je vous explique. Ici, on arrive dans les TD à l'examen de rattrapage spectro 2013. 2013. J'ai donné le spectre infrarouge du benzaldéhyde, que vous voyez ici, et j'ai dit identifier les vibrations qui sont dans l'intervalle 2800-3100. Alors, dans cet intervalle, nous avons deux types de vibrations. Une des très petites ici, qui correspondent à des CASP SP2H, vers 3030 jusqu'à 3060 cm-1. C'est les bleus. Vous le voyez, le bleu? Est-ce que vous voyez les couleurs? Oui, Oui, monsieur. Très bien. Si vous mettez l'aldéhyde, il a une vibration particulière qui apparaît entre 2700 et 2800. Donc, j'ai ici les vibrations de l'aldéhyde, CH de l'aldéhyde, les rouges. Vers 1700 cm-1, je vois une bande très forte et fine. C'est la vibration C liaison O. Ça, vous le savez. La vibration C liaison C, elle apparaît vers 1780, ici. La vibration C simple liaison vers 1200 cm-1. Et les vibrations de déformation dans un
dans un benzène substitué, comme je vous ai expliqué, monosubstitué, il vous donne deux bandes, une à côté de 600 ou l'autre à côté de 900. Donc, vous avez caractérisé avec l'infrarouge la majorité des bandes de vibration de cette molécule. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez compris? Si vous avez des questions, je suis prêt là. Qu'est-ce que vous dites? Pas de questions? Monsieur, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il faut donner une question précise. Hada, c'est le spectre infrarouge de la molécule benzaldéhyde. D'accord? Oui, Enfin, monsieur. Hadi, d'accord, Oui. c'est le spectre infrarouge de benzaldéhyde. Maintenant, on veut savoir dans quelle région sort chaque vibration. La vibration CO, elle sort où? On l'a étudié plusieurs fois, sauf si tu étais absente les séances de cours qui se sont passées. Si tu étais absente, je ne peux rien faire pour toi, mademoiselle. Est-ce que les autres collègues, comme s'il vous plaît, dans quelle zone apparaît la C doublison O? Personne ne connaît. Est-ce que vous savez à quelle région sort la C doublison O? Je n'ai pas de problème. Haria, c'est doubliaison O. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la molécule qu'on a fait déjà. C'est l'acide carboxylique. La C doubliaison O, on a déjà dit que c'est à 1700 cm-1. Oui ou non? Oui? Non? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui, oui. Oui, monsieur. Donc, la vibration CO, elle sort vers 1700 cm-1. Claire, je reviens à mon exercice. Le benzaldéhyde, la C doubliaison O, 1700 cm-1. Alhamdoulilah, pas de problème. La C SP2, le phényl, avec le H du phényl, ça s'appelle une vibration CSP2H. La CSP2H, je voulais expliquer, elle sort vers 3030 à 3060 cm-1. C'est ça, c'est la bleue. Le CH d'un aldéhyde, il sort à 2700, entre 2700 et 2800 cm-1. C'est la rouge. Benti de Betzel qui a posé la question. Tu as compris ou là? Oui, monsieur. Ah, ouais. Donc, j'essaye de trouver les vibrations de chaque morceau de la molécule dans le spectre. J'ai identifié ça, j'ai identifié ça, j'ai identifié ça. Je vois ça. Ça, c'est la C doubliaison C dans le benzène. C'est clair. Je vois ça. C'est la C simple liaison C. Parce qu'il sort vers 1100. Et je vois ces deux-là, c'est-à-dire ici, je vais mettre une flèche. Là, oh là 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 là. Je vais mettre une flèche ici, forme, flèche. J'ai une vibration ici que je vais mettre en rouge avec plus large pour qu'elle vous apparaisse. Voilà une. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Voilà une deuxième. Oui ou non? Ça, je vous ai expliqué déjà que lorsque vous avez, mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur à Oulidati. Vous allez prendre la table des vibrations et vous allez la déduire.
Par exemple, je reviens vers le cours. Je vais voir ici le cours de l'infrarouge. Je vais ouvrir le cours. Je vais ouvrir le cours de l'infrarouge. Je vous ai dit que si vous avez votre cours avec vous, vous allez aller sur la partie, sur la page voilà, sur la page. 45, monsieur. Hein? Comment? Qu'est-ce que vous avez dit, mademoiselle? 45. La page 41. La page 41, vous avez le CH aromatique de valence. CH aromatique monosubstitué. Monosubstitué. Ah, oui. La page 41. Est-ce que vous avez trouvé? Oui, monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il y a des déformations hors plan. Deux bandes vous allez trouver. Wahda entre 690 et 790. Wahda entre 760 et 770. Ben, si je revois mon spectre infrarouge, comme je vous l'ai montré ici, je vais trouver ces bandes ici de déformation d'un benzène monosubstitué. D'accord? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Donc, ça, c'est l'examen de rattrapage. Donc, on a terminé les TD de l'infrarouge. Les examens, je vous laisse le soin de le faire et de m'envoyer des questions par email. Comme ça, je vais les poser quand vous aurez étudié le cours. Et comme ça, je vais les poser à tout le monde. Et on va voir qui est-ce qui a compris de celui qui n'a pas compris. Monsieur, Maintenant, oui. monsieur, هاد لو طابلو واش غيكون دي دوني ولا خصنا نحقلو عليهم؟ غادي يكون دي دوني ولكن تستخدموا شويه عقلكم كوميم سامبل بحال دابا ديك السي دوبل ليزون او ولات معروفه باللي اونتر 1680 و 1800 ولا بدا كوميم ماشي كاع غتولي كما قلت لك كاين شي حوايج خصك تعقل عليهم باغ كور سي دوبل ليزون او لو او اتش ديال الالكول لي ان اتش 2 دينامين لي سي اتش سي اس بي 3 اتش ديال ان هيدروكاربور de déformation et de valence. هادو تعقل عليهم ومن بعد الاخرين تقدر تقلب عليهم par le tableau. D'accord? D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Ok, de rien. D'abord, on est arrivé quand même à la RMN. On va faire les TD de RMN. Donc, je vais revenir ici, je vais arrêter, je vais vers la fenêtre et je vais prendre le TD de la RMN, je vais partager. Donc, la spectroscopie RMN, elle est très agréable, vous allez aimer. Donc, les travaux dirigés de la spectro-RMN, vous avez TD1. TD1. Vous avez TD1, je mets comme ça. Vous avez la première question. Lors d'une expérience de RMN d'hydrogène, on utilise l'eau de terré comme solvant. Cette substance ne présente pas de signal lors du balayage. Expliquez pourquoi.
pourquoi elle ne présente pas de signal. Donc, si je regarde ici, est-ce que vous voyez bien, la présentation, تمام hein? Oui. Se voit. Donc, vous avez ici, ça se voit, donc on ne voit pas, si on fait un spectre Riemann flow, l'eau de terré, on ne voit pas le signal de deutérium. D2O, c'est un produit qui permet de solubiliser certains produits, pas tous, certains, ceux qui sont solubles dans l'eau. Alors, si on le fait dans le D2O, c'est parce que le deutérium, il a un spin nucléaire de 1 et il résonne à une fréquence différente de celle du proton. Donc, sa fréquence de vibration est différente. Voilà, est différente. Et en plus, il n'absorbe pas dans la même zone. Il n'absorbe pas dans la même zone. D'accord? C'est pour ça qu'on fait les solvants deutériques. Donc déjà, le deutérium n'absorbe pas dans la même zone que l'hydrogène. Et donc, on peut voir les hydrogènes tout seuls. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ah oui, d'accord, très bien. Alors maintenant, comment je dois faire l'animation? Je vais faire ça en premier et ça en deuxième. Si je pars maintenant vers ça, si je fais comme ça, je vais vous dire la question. Le facteur nucléaire de l'hydrogène vaut 5,586. Calculez le rapport gyromagnétique de l'hydrogène et déterminez sa fréquence de résonance sur un champ magnétique de 3,3 Tesla. Alors, la réponse, c'est que vous avez dans le cours mu-z égale à gamma h bar mi. Et mu-z est égal à gn mu-n mi. Donc, gamma h bar mi égale à gn mu-n mi. Donc, gamma égale gn mu-n sur h bar. H bar, c'est h sur 2pi. Le gn, il est donné. Le mu-n, il est donné dans le cours. Et le h, la constante de Planck. Et le h bar, c'est h sur 2pi, donc c'est h sur 2pi ici. Mu-n, il est égal à 5,049 10-27. H, 6,62 10-34. Gn, 5,58 6. Donc, je vais avoir gamma, c'est Gn, c'est-à-dire 5,58 6, que multiplie mu-n, 5,049 10-27, que multiplie 2pi, 2 fois 3,14, divisé par 2, la constante de Planck, 6,626 10-34. C'est égal à 26,73 10 puissance 7 Tesla moins 1 seconde moins 1 radian, parce qu'il y a le pi. Mais bon, si on ne dit pas radian, ce n'est pas grave. Comment on va calculer la fréquence? Nu 0. Nu 0 ما كتقراوش الكره وليداتي جالسين في ديوركم غير ما عرفتش كديروا ما كتلعبوا كره ما كتصاوبوا تريكوات ما كتقراو ما والو ما عرفتش كديروا عاود عافاكم الا ما غير قولوا لي اش كديروا الله يخليكم شي واحد فيكم يتطوع يقول لي اش كيديروا اش كديروا في النهار كوكو s'il te plaît allô bonjour
الو Oui, monsieur. الله يخليكم، اش كديروا دابا في النهار؟ لان عندكم الوقت خاوي بزاف وما عرفت ما كتقراوش كيفاش. قولوا لي شنو كيضركم، فين كتمشيو؟ واش كتمشيو لشي عراسات في شي بلاصه في شي دوله اخرى؟ واش monsieur ما كنمشيوش حتى شي بلاصة، غير لي لايف والقراية صافي. اوكي، وعلاش ما كتقراوش لي كور ديالكم اطون باش تفهموا؟ انا جالس كنشرح دابا مي زد. الوغ اكوا ايتيغال الا بغينا نكالكوليو نو زيرو بارابور ا غاما، حنا عارفين لا ليكواسيون دو لارمور الي فاسيل، سي كومبيان سي كوا نو زيرو. بغينا نكالكوليو نو زيرو، calculer sa fréquence. Nu 0, il est égal à combien? Il est égal à gamma H0 ولا B0 sur 2pi. والو والو. ما تقولوش لي راه ما كديروا والو غير لي كور ولي لايف. ما يمكنش هادي، راه سي تري سامبل. ها هي في الكور، نخرج لكم الكور دابا. ما عرفتش واش غادي يعطيني لا مان. ما كيعطينيش لا مان بور كيتي ابخي. Voilà, حتى quitter le partage. Je vais vous dire, dans mon cours de RMN, je vous ai donné RMN, partie 2, ou la partie 3, on va voir. Je vous ai déjà expliqué ça. Je vais voir où est-ce qu'elle est. La partie 2, c'est déjà très bien parti là. La partie 1. Voilà. Je vais partager avec vous. Je vais faire présenter maintenant une fenêtre. Je vais partager avec vous. Vous voyez, vous vous rappelez de la précession du proton? Oui ou non? Le proton, lorsqu'il est soumis à un champ magnétique, il subit un mouvement de précession sur deux niveaux. Le niveau parallèle à B0 et le niveau antiparallèle. Et nu0 est égal à gamma B0 sur 2pi. Oui ou non? Vous la voyez? Oui, monsieur. Et voilà, je vous ai déjà fait ça, donc je ne comprends pas. Ça fait 2 mois que je vous ai fait ça et vous me dites que vous n'avez pas encore lu le cours. Ça fait quand même mal au cœur de voir que vous avez beaucoup de temps et que vos parents ne vous demandent rien et que vous ne lisez pas votre cours. Ça me fait mal au cœur. Moi, je ne comprends pas. Donc, vous allez calculer une fois à la maison. Vous allez calculer. Voilà. TDRMN. Vous allez pouvoir calculer vous-même la fréquence de résonance du proton. Une fenêtre. Voilà. Partagé. Donc, nu0 égale à gamma B0 sur 2pi. Donc, si elle est égale à gamma B0 sur 2pi, je vais l'écrire juste pour vous aider parce que ça me fait quand même mal. Je ne comprends pas pourquoi vous ne m'aidez pas un peu. Alors, nu0 est égal à gamma B0 Sur 2pi. sur 2pi. B0 divisé par 2pi. Donc, je prends ça, je le mets je le mets en symbole. Symbole, pi. B0, je mets ici
B0 plus petit en 14. Je mets gamma en symbole pour qu'elle apparaisse en symbole. Et nu0, ce petit n, je le mets en symbole. Et le nu0, le 0, je le mets en 14. Donc, normalement, je calcule ça à partir de cette équation. C'est ça la résonance. J'ai fait ça exprès pour voir si vous réfléchissez, mais comme vous n'avez pas encore répondu, je vous donne la réponse. Donc, c'est égal à gamma. Gamma, on l'a calculé, 26,73 10 puissance 7 fois B0, 3,3 Tesla, sur 2pi, donc sur 2pi. Donc, et on va trouver nu0. On va juste diviser 26,73 par 2pi. Et on va multiplier par 3,3. Donc, on va trouver, je ne sais pas, je ne sais pas. Bonjour, M. Donc, Taheri. 26 divisé. Bonjour, Madame Lamrani. Oui. Vous êtes bien là, Madame? Oui, je suis là. Ben voilà, je termine dans quelques minutes. Si vous êtes bien connecté. La question 3, c'est le signal de l'hydrogène observé à 2,84 ppm sur le spectre RMN de CH3Cl. Déterminer la fréquence de résonance du proton en utilisant un spectromètre de 60 MHz, 100 et 400. Et déterminer la constante d'écran sigma. L'équation qu'on doit utiliser, c'est delta égale sigma moins sigma du TMS sur sigma de l'appareil. Donc, c'est delta nu sur nu0. Nu moins nu du TMS sur nu0. Donc, c'est delta nu sur nu0. Pour calculer ici, dans ce cas-là, delta nu égale delta de H, c'est delta nu sur nu0, c'est 2,84 ppm. Ça veut dire partie par million. Ça veut dire 10 moins 6. Alors, à 60 MHz, le delta nu égale delta que multiplie nu0. Delta, c'est 2,84 10 moins 6 fois nu0, 60 MHz. 60, 10 puissance 6 Hz. Donc, le 10 moins 6 et le 10 puissance 6 s'annulent entre eux. Il me reste 2,84 fois 60, ça me fait 170,4 Hz. Donc, le delta nu, c'est 170,4 Hz. À 100 MHz, j'ai 2,84 que multiplie 100. C'est 284. À 400 MHz, j'ai 2,84 fois 400, c'est 936 Hz. Donc, si je change la valeur du champ magnétique B0 de l'appareil, je change aussi la fréquence, puisque nu0 égale à gamma sur 2pi H0. Donc, si je change le champ magnétique, je change Et donc, je vais avoir pour des petites fréquences des valeurs faibles et pour des grandes fréquences des valeurs fortes. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais ce qui est important, c'est que les spectres RMN de haute fréquence, ils font une très belle résolution des spectres. Je vous ai montré ça dans le cours ce matin. Je vous ai montré un triplet qui n'est pas bien résolu dans un petit spectre RMN, dans un petit spectroscope RMN à 60 MHz. Mais lorsque je mets à 100 MHz, il est mieux résolu. Voilà. Donc, la question 4, je la traite demain, non, pas demain, la semaine prochaine. Donc, je crois que avec le cours et les TD que je vous ai mis sur la plateforme maintenant, vous allez pouvoir comprendre. J'attends que vous fassiez les examens et que vous m'envoyez vos questions et je vous passe Madame Lamrani pour continuer, pour faire son TD. Je souhaite bonne chance à Madame Lamrani. Je n'ai toujours pas mangé de mon déjeuner, donc je vais aller. Merci. Bon appétit. Merci. Bonjour tout le monde. C'est Taheri. Vous enlevez la présentation? Ça y est? Et je l'ai enlevé. Ok, parfait.
On va continuer, nous, sur la série 2. Alors, rappelez-moi, c'était quel exercice qu'on a fait la dernière fois, le 1 et le 2? Oui, madame. Donc, on a fini le 2. Donc, on est au 3e. Oui, madame. Parce que s'il y a un problème, vous me le dites. Voilà, donc on reprend au niveau du 3e exercice, qui est un extrait d'examen de rattrapage de 2006. On n'a pas fait celui-là. Est-ce qu'on a fait celui-là? On l'a pas fait, très bien. Donc, de la même manière, toujours lire l'énoncé pour avoir le maximum d'informations, déjà à partir de l'énoncé. Donc, pour l'exercice 3, on nous donne un composé de formules brutes. Donc, on a déjà la formule brute. Et il y a quelques questions qui nous aident un petit peu dans nos étapes d'identification de la structure. Calcul du degré d'insaturation, quel est le poids moléculaire du composé A, expliqué. On aurait pu faire l'inverse. Et ensuite, en se basant sur les données fournies par le spectre de masse après, donner les propositions de la structure A. C'est à peu près le même style de questions qu'on pose pour analyser un spectre de masse. Donc, est-ce que vous avez essayé de le faire avant de vous donner la solution? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé? Et comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué? Vous avez trouvé la solution? Oui, madame. Allez-y. J'ai dans le pic moléculaire, c'est 7 fois 12 plus 16 fois 1 plus 7 est égal à 116. Oui, Et le degré d'insaturation est égal à 0. Donc, on a 5 liaisons. tout à fait. C'est molécule saturée. Oui. Et Et j'ai le tableau. non, mais est-ce que vous avez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le pic moléculaire, il est où? Non, madame, il n'y a pas le pic moléculaire comme j'ai trouvé 116. Et donc, quelle est l'explication? Bah, alors, dans l'analyse du spectre, rappelez-vous, en cours, je vous ai dit, chaque fois que vous avez une information, il faut qu'elle soit justifiée, c'est-à-dire expliquée. Vous donnez quelque chose, vous dites par exemple le poids moléculaire, mais vous avez expliqué par vos calculs. Donc là, ça y est, c'est expliqué. Quand vous dites le pic de base, vous allez dire c'est le pic le plus abondant dans le spectre. D'accord? Quand vous allez dire c'est le pic moléculaire, c'est le pic qui est le plus haut dans le spectre, c'est-à-dire le plus loin dans le spectre. Et si vous voulez ajouter des choses, c'est-à-dire qu'il y a des satellites autour qui correspondent aux pics correspondant aux isotopes, etc., etc. Mais ça, c'est un plus. Mais au moins une petite phrase. Donc, quand vous me dites, par exemple, le poids moléculaire, c'est 116, et où est le pic moléculaire? On n'observe pas le pic moléculaire. Vous devez expliquer pourquoi. Est-ce que quelqu'un a une explication? En une phrase, on ne va pas demander des détails, juste expliquer pourquoi on n'observe pas le spectre de masse. Qu'est-ce qui se passe? Le pic moléculaire, pardon. Bien, alors on va aller dans la correction. Personne n'a une réponse? D'accord. Alors, bien sûr, on va reprendre et on répond bien sûr aux questions. On cherche le poids moléculaire, donc 116. Quand on regarde le spectre sur place, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le pic moléculaire n'est pas observé. Ça, c'est déjà une observation. Il faut, quand on a demandé le pic, on dit expliquer dans la question. Ça veut dire qu'il faut expliquer par le fait que le pic moléculaire n'est pas observé dans le spectre. Ça, première observation. On peut expliquer pourquoi en disant, par exemple, c'est ce que vous devez noter, que la molécule n'est pas très stable et il perd un morceau dès qu'elle est dans la source d'ion avec l'énergie qu'il y a, elle perd un groupement, un morceau de la molécule. Et c'est ce qui se passe. Si vous faites la différence entre 116 et le premier pic observé, c'est moins 15. Ça veut dire que la molécule perd un méthyle dès qu'elle est dans la source. Et ce méthyle-là, c'est-à-dire la liaison, si vous voulez, qui est liée au méthyle, doit être assez fragile parce qu'elle se coupe très vite. On va voir ça dans la structure par la suite.
Mais bon, ce sont des explications qu'on peut donner. Parce que si on lit, rappelez-vous, le spectre de masse et l'observation des ions en fonction de leur stabilité, ça veut dire en fonction de cette relation énergie-stabilité. S'il y a beaucoup d'énergie, la liaison se fragmente. S'il n'y a pas beaucoup d'énergie, elle est stable, etc. Donc, dès que les ions sont abondants, ça veut dire que la molécule est stable et ça veut dire que l'énergie qui a été octroyée au niveau de l'ionisation n'est pas très importante. Quand il y a les ions sont peu abondants et beaucoup d'ions, ça veut dire que la molécule a reçu beaucoup d'énergie et s'est coupée en morceaux. Il y en a bien sûr qui vont être plus ou moins abondants en fonction là aussi de leur stabilité relative. Bon, revenons à notre explication première. Il suffit déjà ici de dire que le pic moléculaire n'est pas observé. On peut dire molécule qui perd un morceau, déjà c'est suffisant. Deuxième point, degré d'insaturation, comme votre camarade l'a dit, est égal à 0, donc c'est une molécule saturée. Elle a un oxygène, donc molécule saturée, vous devriez tout de suite penser soit à un alcool ou un éther, parce qu'il n'y a pas d'insaturation. Et le pic de base, c'est le pic M sur Z59. Si vous allez à vos tables tout de suite, vous allez trouver que le pic M sur Z59 met à table des ions observés, c'est-à-dire les ions qui sont chargés. Vous allez trouver, par exemple, pour alcool ou éther, C3H7O+. Donc, la molécule est de la forme, déjà C3H7O+, parce qu'il est observé. Et si, sur le tableau que vous avez dressé, vous faites la différence des masses, pour le 59, vous trouvez 57, vous allez sur les tables, et sur 57, vous allez trouver, par exemple, C4H9. Si vous regardez la formule brute, vous allez vérifier, la formule brute est respectée, par exemple, c'est C3 plus C4, ça fait C7. Les hydrogènes, 7 plus 9, ça fait bien 16, et un oxygène, donc la molécule, et la formule brute est respectée avec cette proposition. Bon, maintenant, la forme de la molécule, c'est bien un éther, c'est 3H7O, c'est 4H9, et on va, avec les pics observés sur le spectre et les informations qu'on va recueillir sur le tableau, on va vérifier la structure développée de la molécule. Donc, ensuite, c'est le tableau. Donc, sur le tableau, vous avez les… si on met en… ça sera plus clair et je pourrais utiliser un stylet, un pointeur du moins. Alors, sur le tableau, on écrit les ions les plus importants. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. Je choisis les plus abondants. C'est le 101 pic moléculaire. Je n'ai pas mis le 116. On aurait pu ajouter le 116, même s'il n'est pas observé, mais bon. Le 101, c'est le M-15, ça correspond à moins CH3 radical. Le 59, c'est, si on enlève 59, on trouve 57 et c'est la perte soit de C4H9 point, soit de C2H5CO point, et, ou alors on met la structure, celle que j'ai donnée ici. C'est la même chose. On peut la mettre également sur le tableau si on veut. Et ensuite, le 57, j'ai pris ce qu'il y a sur le tableau. C'est la même chose, mais en chargé, C4H9+, ou C2H5CO+. Alors, théoriquement, à ce niveau-là, je peux déjà, vous allez voir, je peux déjà éliminer ici et ici, parce que DI égale 0. Donc, je ne peux pas avoir un morceau de la molécule avec une insaturation. Donc, si vous voulez, c'est à partir de là qu'on peut écrire finalement que la molécule est de la forme C3H7O, C4H9. Donc, avec les informations, avec DI égale 0, forcément, on barre ceux qui ne correspondent pas et on garde juste les molécules qui respectent les données que nous avons rassemblées auparavant. Alors, voilà la formule, si vous voulez, semi-développée. Maintenant, il faut pouvoir écrire la molécule. Et là, plus la molécule, c'est-à-dire en général aliphatique avec des plus il y a des carbones, plus vous avez des possibilités. Là, vous en avez 7. Vous allez voir qu'il y en a quand même plusieurs. Je n'ai pas tout mis. J'ai mis quelques-unes.
et je vous laisse essayer de trouver d'autres. Alors, vous avez deux morceaux. Vous avez un éther de la forme R au R', avec un côté propyle et un côté butyl. Mais dans le propyle, vous avez la possibilité de le mettre en N-propyle comme ici, ou en isopropyle comme ici. Et là, ça vous donne, par exemple, les deux possibilités avec, de l'autre côté, vous avez 4 carbones, et sur les 4 carbones, vous pouvez les mettre soit tertio-butyl, soit 2-méthyl, éthyl, je ne sais pas comment on l'appelle, l'isobutyl, oui, il y a le tertio-butyl, l'isobutyl, le N-butyl, etc. Donc, toutes les possibilités, si vous voulez, de part et d'autre, des deux côtés. J'en ai pris quelques-unes, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Je n'ai pas mis toutes les possibilités. Mais comme j'ai dit la dernière fois, arriver à ce niveau-là, c'est déjà très bien par rapport à l'identification. Maintenant, si on nous demande quelle est celle qui est la plus probable dans ces structures-là, je vais certainement aller à une molécule où il y a le maximum de CH3 qui peuvent partir. Donc, peut-être ce sera la B. Mais ce n'est pas sûr. Ça peut être la C, ça peut être… comment on va choisir? On va essayer… Alors, pour le choix, vous pouvez prendre la molécule et essayer de retrouver les ions. Retrouver le 101, retrouver le 59. Ben, tous, ils ont C4H9, C3H7O toutes. C'est la rupture en alpha de l'oxygène. Donc, lié, et le 57 est lié. Donc, toutes les molécules respectent les ions observés. Maintenant, à mon avis, c'est pas très facile de distinguer entre toutes ces molécules. Celle que vous donnez sera, pour moi, ce sera bon. Voilà pour cet exercice. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, Oui. Madame, pourquoi on élimine C2H5CO+? Comment on écrit C2H5CO+? Vous savez comment on l'écrit? Oui ou non? Non, pourquoi on élimine… Mais est-ce que vous savez comment il s'écrit? C'est ça là, je suis en train de vous donner la réponse. Vous savez comment s'écrit C2H5CO? Comment on l'écrit, si vous voulez développer? Si on veut développer. on a une double liaison. Ah, d'accord, on a une double liaison. Or, dans la molécule, il n'y a pas de double liaison. Ah oui, c'est ça, tu vois. D'accord, madame. Merci. C'est pour ça que j'ai mis ici, quand je vous ai dit ça, j'ai mis D égale 0. D'accord? C'est parce que j'ai enlevé les CO, parce que CO, c'est C double liaison O. Et voilà, c'est pour ceux qui n'ont… Ça veut dire C double liaison O. Et donc, il n'y a pas d'insaturation dans la molécule, DI égale 0. Donc, c'est pour cela qu'on a enlevé les morceaux de molécules qui contiennent une insaturation. C'est juste question de logique, en fait. D'accord? D'accord, madame, merci. Je vous en prie. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'exercice suivant. Voilà. Pour celui-là, il est plus classique et même plus facile. En fait, en spectrométrie de masse basse résolution, les molécules les plus faciles à identifier sont les aromatiques, parce qu'ils ont des gros morceaux qui sont faciles à reconnaître. Après, ça reste que c'est-à-dire le bras de l'aromatique en général qu'on arrive quand même souvent à trouver. Et en plus, dans l'aromatique, vous avez très peu d'ions. Est-ce que quelqu'un l'a fait, cet exercice, a essayé de le faire? Je vous ai dit la dernière fois, il faut essayer de… J'ai reçu quand même un devoir, c'est bien pour l'étudiante qui me l'a envoyé, que j'ai vu. Si elle a des questions à poser pendant la séance, il n'y a pas de problème. C'est important juste d'essayer, parce que comme ça, vous n'êtes pas pris du cours le jour de l'examen, vous savez à peu près à quoi vous en tenir quand vous le faites. Ce n'est pas comme quand on le corrige ensemble, ce n'est pas la même chose. Il faut essayer pour voir les difficultés.
Quelqu'un a-t-il essayé de faire cet exercice? Il est beaucoup plus simple que le précédent. Non. Ah, écoute, ça, en général, c'est pour vous. Oh, pardon. J'ai touché quelque chose. Non, voilà. Alors, pareil pour l'énoncé d'abord, qu'on soit d'accord de lire l'énoncé correctement. On vous donne un composé A, il y a pas de, il y a comme information clé. Alors, je vais essayer de vous sortir les informations aussi, juste pour que vous compreniez ce que je veux dire quand je vous dis de bien lire l'énoncé, parce que ça arrive souvent dans les examens d'oublier une information clé. Le spectre suivant est celui d'un composé halogéné, voilà, important, les choses inconnues A, ces informations qui sont dans le texte. Si on ne lit pas correctement le texte, on passe à côté. 1. Déterminer la formule brute de la molécule A en se basant sur le tableau des abondances relatives et des pics M plus M et M, ça vous savez. 2. Expliquer la formation par fragmentation primaire. Ce sont toujours des informations qui sont importantes, qu'on doit sortir de l'énoncé. Des pics 119, 91. Comment peut-on expliquer la formation de l'ion 118? Important à regarder aussi. Par la suite, ce sont les informations que je dois noter dans ma feuille de brouillon quand je suis en train de faire mon exercice, qu'il soit un TD que je travaille, que ce soit le jour de l'examen. C'est des informations que je pose à côté de moi, comme ça ils sont toujours en face et que je n'oublie pas leur importance. Donc, première chose, quand on regarde le spectre, on regarde d'abord l'allure du spectre. Ce que j'étais en train de voir, c'est dire l'aspect général. Tout de suite, j'ai dit c'est un spectre qui correspond à un aromatique parce qu'il y a très peu d'ions. Et je vois un ion très intéressant à 91, là, et je me dis, ça doit être le tropélium. Donc, c'est un aromatique monosubstitué. Là, pour question d'habitude. Alors, première chose que je vais faire, je vais pointer les ions. Je vais regarder au niveau de mes tables, le pic moléculaire le plus haut dans le spectre, c'est à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on remarque? Première chose qu'on remarque au niveau du pic moléculaire. On a le pic moléculaire 154. Qu'est-ce qu'on remarque? Très bien, 154, c'est le pic moléculaire, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on remarque d'autre par rapport au pic moléculaire? M plus 1, c'est l'amas isotopé. M plus 1, c'est A. Celui-là, c'est M plus 1, c'est 1,2, c'est pour donner le nombre de carbone, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Qu'est-ce qu'on remarque d'autre de très important au niveau du pic moléculaire ici? Qu'est-ce qu'on remarque? Madame, le pic de la base. Non, je suis au pic moléculaire là, je suis ici. Je vous demande de regarder. C'est un scientifique, d'abord observateur. Il observe. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau du pic moléculaire? On a un plus 2. M plus 2, ça veut dire quoi? J'ai un M plus 2 ici. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai dans la molécule? J'ai M et M plus 2. Regardez combien, qu'est-ce qu'il représente? Le M c'est 12,9 et le M plus 2 c'est 4,1. Quel est le rapport entre les deux? Entre 12,9 et 4,1. C'est un rapport de combien? Un rapport de 3. Exactement, 1 tiers. Le M représente 1, le M plus 2, 1 tiers. Ça vous rappelle quoi? La présence de quel atome? L'azote. Madame, atome de chlore. Oui, atome de chlore. Regardez l'azote. Pourquoi je vais chercher moi à midi à 14h alors que d'abord on a dit halogéné? Ça veut dire qu'il y a déjà un halogène. Mais par contre, l'amas ici, on met en évidence la présence d'un chlore. Ça, c'est déjà les observations premières. Donc, j'ai mis le pic moléculaire. Je regarde au niveau du pic moléculaire, il y a un amas qui correspond à M plus 2, 1 tiers. Et c'est un composé halogéné. Donc, il y a un chlore. Déjà, c'est très important. Ensuite, le pic qui est aussi ici vers les 100 et quelques. Je regarde ici, le 91, c'est 100%, donc je pointe le 91, il est là. Ensuite, il y a un autre pic à 26 à peu près, c'est le 118, c'est celui-là. C'est les ions qui m'intéressent. Je commence par cela. Déjà, je pointe les ions parce que je n'ai pas les ions sur mon spectre. Je regardais s'il n'y a pas d'autres éléments caractéristiques. La masse est paire
donc probablement pas d'azote. Et l'halogène que j'ai, c'est le chlore. Déjà, ces informations-là. Ensuite, je vais faire le rapport M plus 1 sur M pour chercher le nombre de carbone. D'accord? Et donc, c'est là où on commence notre correction. Donc, un composé halogéné A, donc c'est bien important de noter cette notion de composé halogéné. D'après le spectre, il y a un chlore, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Le pic moléculaire, votre camarade l'a donné, c'est bien le pic 154-156. En faisant le rapport M plus 1 sur M avec les valeurs, etc., on trouve 8, si je ne me suis pas trompée, vérifiez avec moi, parce que bon, des fois, la calculette, ou c'est moi qui fais l'erreur. Donc, ça nous donne la molécule peut contenir 8 carbones. Si je calcule le nombre, c'est-à-dire la masse des 8 carbones, je trouve 96. Je retranche 96 de 154, ça me donne 58. Et comme il y a un chlore, je retranche aussi la masse du chlore, 35 de 58, ça me donne 23. Sauf que 23, c'est beaucoup pour les hydrogènes. C'est impossible de mettre 23 hydrogènes sur mes carbones. Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose, il y a un oxygène. Donc, j'enlève un oxygène, ça fait 23 moins 16, et ça me rend 7, ça reste 7 hydrogènes. Donc, la formule brute est probablement 8 carbones, 7 hydrogènes, un oxygène et un chlore. Après, je vérifie tout de suite la masse et je tombe, bien entendu, sur la masse moléculaire 154. Il n'y a pas d'erreur. La formule peut être C8H7OCl. Ensuite, bien entendu, on continue notre confirmation de cette formule brute et par la suite formule développée. Donc, une fois que j'ai la formule brute, la masse moléculaire, on passe ensuite au degré d'insaturation qui est égal à 5, donc ça confirme l'aromaticité de la molécule. Le pic de base, alors le pic de base, c'est alors le pic de base, pardon. Le pic de base, c'est où est-ce que je suis là? Pardon. Alors, le pic de base, c'est le M sur Z91. Alors, cet ion, on en a parlé la dernière fois, je pense. C'est l'ion tropylium, c'est cet H7+, qui lui met en évidence la présence dans la molécule de ce groupement-là. Oh là là, c'est trop sensible. Le C6H5CH2, ce groupement-là, qui est caractérisé par la présence de 91. Et ensuite, de proche en proche, je mets le 91, j'ai un chlore, forcément il est terminal. Quand je fais la différence, ce qui reste, c'est 28. 28 par rapport à la formule brute, ça correspond à CO. Donc, ma molécule est de la forme C6H5CH2COCl. Donc, je la trouve à la limite directement sans même regarder les résultats du tableau. Le tableau est intéressant parce qu'il va me confirmer cette structure. Donc, on va voir sur le tableau si on est, comme on fait d'habitude, systématiquement. Nous avons le pic moléculaire, pas de problème. Les abondances, un tiers au niveau du pic moléculaire nous donne la présence du chlore. Le 119, je fais mon calcul, je trouve M-35, ça veut dire que la molécule a perdu son chlore et ça se voit sur le spectre quand vous passez de 154 à 118, vous avez moins Cl, point. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ici, on avait la présence du chlore donné 1 tiers, et là, vous voyez, il n'y a plus le M plus 2 parce que le chlore est parti. Déjà, vous voyez la présence, ça se voit que le chlore, on l'a perdu, et dans le pic, on ne voit plus la présence du chlore. Ensuite, le 118, on en parlera tout à l'heure. Bon, le 91, c'est le groupement benzyle, la présence du groupement benzyle par la présence du tropylium qui est obtenu par perte de 63. Et on va expliquer ça tout à l'heure aussi quand on prendra la molécule. Ce qui est intéressant aussi
Excusez-moi, là, il y a une petite erreur. C'est pas le. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est de vérifier à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on remarque? Qui c'est qui peut me dire ça? Pour le 118. Qu'est-ce que vous remarquez pour le pic 118? Et ça, c'est une information aussi très importante. Comme par exemple pour le chlore, on a vu la forme du pic moléculaire. Il y a des choses qui devraient être comme des flashs. Ce flash-là est important et on en a parlé plusieurs fois. Et d'ailleurs, c'est écrit sur le tableau. Le 118 a la même parité que l'ion moléculaire. Donc, il est différent des autres. 119, normalement, ce pic-là, le petit, bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai dans ce cas-là, mais le 91 est impair. Alors que le 118 est pair parce qu'il est obtenu par réarrangement à partir de la molécule. Comment? Obtenu par réarrangement, c'est par paire de HCl. C'est 36, c'est pas 35. 35, c'est le 119. Parce qu'il y a un petit pic 119 ici, moins Cl, et l'autre 118, c'est moins HCl. Et ça a perdu le chlore. Donc, à partir du tableau, on est tout à fait d'accord avec la structure proposée, le C6H5CH2COCl, et on arrive à voir aussi les différentes parties, c'est-à-dire les ruptures qui se font en alpha du CO, parce que les liaisons, ils sont quand même polaires, et surtout la liaison COCl, c'est une liaison polaire et assez très polaire. C'est ce qui explique la perte du chlore. C'est le chlore d'acide en général. Et puis, la possibilité de réarrangement qui permet la perte de HCl entre le H porté par le carbone alpha du CO et le chlore. Donc, ça explique les quelques ions qui sont là, mais vous remarquerez toujours que les molécules aromatiques sont plus faciles à trouver avec 2 ions ou 3, on arrive quand même à trouver la structure. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Je voulais voir si quelqu'un a demandé. Alors, s'il n'y a pas de questions, on continue avec l'exercice 4. Pareil, vous voyez, ceux-là, ils sont du même style, mais j'ai essayé de vous donner des exemples, plusieurs exemples, juste pour vous habituer à travailler, mais Dans les messages. Comment? Oui, je ne vous entends pas. Allez-y. Il y a une question dans les messages. Il y a une rupture dans les messages? Ah, une question dans les messages, pardon. J'y vais. Mais ça... Ah oui, je n'ai pas vu. D'accord. Ah, la question sur le chlore. Je vais revenir. Je vais expliquer cette histoire de chlore. Alors, votre camarade a posé la question suivante concernant comment savoir s'il y a un chlore ou pas. Alors, d'abord, dans l'énoncé, on a écrit composé halogéné. C'est pour ça que la lecture, je répète, de l'énoncé est très importante. On a dit composé halogéné. Qui dit halogéné dit avoir un halogène. Le chlore, le brome, l'iode et le fluor. D'accord? Nous, on travaille, bon, l'essentiel, un des halogènes ou autres. Bon, les halogènes les plus connus.
Donc ça, c'est l'information. Première fois. Pourquoi c'est un chlore? Parce que je vais regarder sur mon spectre et je regarde comment est l'ion moléculaire. L'ion moléculaire, il y a 154. Mais ce que j'observe, c'est que sur les tables, si on revient sur les tables, regardez. Donc, l'ion moléculaire, il est à 154. D'accord? C'est celui-là. Et le M plus 1, très bien, mais ce qu'on observe qui est assez intéressant, c'est à M plus 2. À M plus 2, ça c'est M, et ça c'est M plus 2. La présence d'isotopes à M plus 2 avec cette abondance qui est très importante dans le rapport 1, 3, 1, met en évidence la présence d'halogènes. Donc, c'est bien un composé halogéné, c'est très bien. Alors, nous avons vu en cours, nous avons vu le chlore et le brome. Alors, le chlore, il a deux isotopes, le 35 et le 37, avec un rapport 3 pour le chlore 35, 1 pour le chlore 37. Et le brome, il a deux isotopes très stables, le 79 et le 81, dans un rapport presque 1-1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le spectre, nous allons voir pour un pic qui contient le chlore, on va avoir un pic moléculaire à M et un autre petit pic à M plus 2 avec une abondance qui est égale au tiers du pic moléculaire. C'est le cas. D'accord? Il est à peu près le tiers ici du pic moléculaire à M plus 2. Celui-là. Donc, c'est pour cela que nous avons un chlore. Si c'était un brome, j'aurais eu deux pics presque à égale intensité. Et là, je dirais, j'ai un brome. Ça, c'est dans le cours. On a vraiment beaucoup, dans le cours, c'est bien explicité parce que les halogènes sont particuliers. Ce sont les atomes qui ont les isotopes les plus abondants par rapport au carbone qui est 1,112%. D'accord? Alors que le chlore et le brome, ils ont des isotopes, mais à M plus 2, pas à M plus 1. Est-ce que c'est bon? J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, l'exercice suivant, il est du même type, je répète, que les exercices d'avant. Et chaque fois, dans chaque exercice, on a une petite problématique. Donc, dans l'exercice précédent, c'était halogène. C'était donc mettre en évidence le fait que la molécule est halogénée. Là, on va mettre en évidence, l'autre d'avant, on a mis en évidence le fait qu'une molécule, c'est-à-dire dans un spectre, on ne peut ne pas avoir de pic moléculaire. Donc, vous voyez, dans chaque exercice, c'était pour vous habituer à un style d'exercice. Alors, dans ce cas-là, ça aussi, je crois que c'est un examen, je pense. Dans ce cas-là, nous avons des cas particuliers. Par exemple, quand vous regardez ce spectre-là, vous remarquez qu'au niveau du pic moléculaire, c'est-à-dire les pics les plus hauts, qui sont ici, vous avez deux pics très abondants. Où est le pic moléculaire? Et là, dans cet exercice-là, la majorité se trompe. Pourquoi? Parce qu'on va, sans réfléchir directement, au pic le plus abondant et on va lui donner, c'est-à-dire lui, c'est le pic moléculaire. Or, il faut faire très attention. Et c'est là où il faut faire attention parce que si je prends le plus abondant comme pic moléculaire, ça veut dire que le M plus 1, c'est celui-là. Et ça veut dire combien j'ai de carbone? Si vous faites le rapport, faites-le. Vous allez voir le nombre de carbone. Ça va être énorme. Impossible pour cette masse. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est le pic le plus haut, etc., mais qu'il faut qu'il y ait une logique par rapport au niveau des isotopes, au niveau du nombre de carbone, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et donc, le pic moléculaire, ce n'est pas le plus haut, mais celui qui est à côté. Voilà. Parce que lui, il a un M plus 1 correct. Donc, vous avez dans c'est le 146 et non pas le 145. Comment? Vous n'avez pas compris quoi? Que le choix du pic moléculaire? Oui, madame. Alors, pour vous, quel est le pic moléculaire? Comme ça, directement, je vais d'abord à votre réponse et après, si vous avez un problème, à partir de là, je réponds. Où est le pic moléculaire ici? Première question. C'est le plus abondant, 100, je pense 145. D'accord.
Voilà, c'est pour vous que j'ai fait toute cette explication. Alors, faux pourquoi? Faux parce que le 146, c'est le M plus 1. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Alors, faites-moi le nombre, calculez-moi le nombre de carbone entre 6 et le 145. Donnez-moi le nombre de carbone. Faites-moi le rapport M plus 1 sur M divisé par 1,112 fois 100. Vous allez trouver le nombre de carbone. Donnez-moi le nombre de carbone tout de suite. Vous avez un téléphone, une calculette. Faites-le, donnez-moi le nombre de carbone. Tout le monde, essayez de le faire. Comme ça, c'est une erreur. Parce que c'est arrivé, et votre camarade a posé une très bonne question parce que la majorité des étudiants, pour ce cas-là, ils se sont trompés dans l'identification des pics moléculaires. Je répète, c'est très important parce que c'est le point de départ. Si vous vous trompez dans le pic moléculaire, le reste de l'exercice est faux et ça sera compliqué. Sauf si vous avez l'intelligence d'auto-évaluer quand vous avez encore une autre erreur, vous n'arrivez pas à expliquer, ça veut dire qu'il y a une erreur à la base. Et vous revenez. C'est pas ça et vous essayez une autre hypothèse. Alors, nombre de carbone. Je pensais que vous êtes très rapide en calcul. Personne n'a trouvé? Combien vous trouvez? Il n'y a plus personne? 76 carbone. Est-ce que vous pensez que la molécule, alors 76 carbone, fois 12, ça donne une masse de 912. Déjà que les carbones. Donc, ce n'est pas possible que le 145 soit le pic moléculaire. D'accord? Parce qu'un M plus 1 aussi important, ce n'est pas possible. Ce ne sera pas la masse. La masse ne correspond pas, ne pourrait pas correspondre à ce pic-là. Alors, si maintenant, moi, je vous dis c'est le 146, parce que c'est lui qui est logique, il a un pic M plus 1 logique, parce que c'est pas, c'est le 6,6. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver quand même quelque chose qui est plus proche de la réalité. Donc, le pic moléculaire, c'est le 146. Et si je fais le calcul, je trouve X est égal à 10, je crois. Voilà, elle dit carbone, ça fait 120, nous avons 146. Donc, c'est plus facile de trouver la formule brute que je trouve, c'est C10H10O, assez facilement parce que ce qui reste, c'est 26 entre 146 et 120. Et ça, c'est trop pour les hydrogènes. Comme on n'a rien dit, on essaie un oxygène. Donc, probablement C10H10O, ça donne bien un pic moléculaire à 146. Maintenant, il reste à coïncider cette formule brute avec les données du spectre et voir est-ce que ce spectre-là correspondrait à une molécule de cette formule brute. Et avec, bien entendu, les données, on va trouver des possibilités pour une formule développée. Donc, on recommence petit à petit. Donc, le pic moléculaire réellement, c'est le 146. Pour le calcul de la formule brute, c'est relativement simple. On trouve 10 carbones. Pour 10 carbones, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi on met un oxygène. Le degré d'insaturation est égal à 6. Donc, une molécule probablement aromatique. Et le pic de base est 131. 131, c'est la perte de 15 à partir de 146, c'est-à-dire perte d'un méthyle. Et maintenant, on fait le tableau. Dans le tableau, nous avons le 146, c'est M plus 1. Alors, le 146, c'est le M plus 1. Le M plus, radical, c'est l'ion moléculaire, pair, sans problème, donc pas d'azote, c'est pour ça qu'on a mis l'oxygène. Le 145, c'est le M-1,
et ça veut dire que la molécule perd facilement un hydrogène. C'est ce qui explique le côté, si vous voulez, très haut du pic, l'abondance très grande du pic M-1, c'est que la molécule est très acide parce qu'elle perd facilement un H point. Le 131 qui est le pic de base, c'est la perte d'un méthyle. Ça veut dire que la liaison avec le méthyle est une liaison polaire polarisée. Le 103, également très abondant, c'est la perte de 43. Et là aussi, ça veut dire qu'il y a une rupture au niveau, c'est-à-dire de cette liaison facile, et ça veut dire que c'est une liaison qui est polarisée. Et ensuite, nous avons le 77, qui met en évidence le fait que nous avons un phényl. À partir de là, on revient à l'identification. Donc, un phényl, très bien. Ensuite, si on fait, on regarde par rapport au 43, pardon, qui peut être soit C3H7, soit CH3CO. On met les deux possibilités. Le C3H7 ne correspond pas parce qu'il dépasse le nombre de carbone, donc c'est le COCH3. Ensuite, on vérifie par rapport à la formule brute. On calcule le nombre de carbone. 6 plus 2, ça fait 8. L'hydrogène, 5 plus 3, ça fait 8. Il reste 2. L'oxygène, bon, ça y est. Et donc, il reste CH2, C2H2. Donc, la formule semi-développée de la molécule est de la forme C6H5, C2H2, COCH3. C'est la seule façon d'écrire C2H2, c'est CH, donc liaison CH. Et donc, la molécule est de C6H5, c'est une cétone alpha-bêta-éthylénique. C'est ce qui explique la rupture au niveau du CH3 et l'obtention du 131, ce qu'on appelle une cétone méthylée, parce qu'elle perd facilement d'ailleurs un CH3. Ensuite, la perte de 43 aussi, en alpha du CO, qui donne le 103 d'un côté et le 43 de l'autre. Le 77, c'est bien le phényl. Et le H acide, bien sûr, qui explique la présence du 145. Voilà les explications, si vous voulez, des différenciations observées sur le spectre. Des questions? Est-ce que vous avez des questions pour cet exercice? Non? Ben, sinon, on a fini la série 2. Et on passe à la série 3. Série 3, c'est celle-là. Bon, la série 3, il n'y a que 2 autres examens. 2 ou 3, je crois. On va finir avec la série 3. Je vous l'ai mise, bon là on va faire, quelle heure? Il ne me reste pas beaucoup. On va parler un petit peu de l'exercice 1 et pour la prochaine fois, essayez de les faire parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous ai mis quelques exercices. Mais il faut les faire, par contre, ceux-là, il faut les faire si vous voulez vous exercer avec rédaction. C'est-à-dire, pas le brouillon, faites-le avec le brouillon rédaction et chronométrez-vous pour voir ça vous prend combien de temps. Donc on l'a fait, si vous voulez, ces exercices, on les fait par étapes. D'abord, vous expliquez la méthodologie, etc. et vous familiarisez avec les tables, comment on les utilise, etc. Ensuite, vous avez fait, pour ceux qui ont fait des exercices pour essayer de comprendre à quel niveau ils ne comprennent pas des choses et tout, juste chez vous, tranquillement, pour ceux qui ont travaillé et celles qui ont travaillé. Et là, moi, je vous demanderais pour ceux qui ont envie, c'est toujours volontaire, hein, le travail, ça doit rester, c'est pour vous, c'est pas pour moi, parce que vous n'allez pas me le rendre, c'est juste pour vous. C'est d'essayer de travailler dans les conditions d'une évaluation ou d'un examen, c'est-à-dire avec un chronomètre
et rédigé comme pour l'examen, c'est-à-dire en répondant aux questions, etc., les calculs avec proprement, avec les, etc., pour voir quel temps vous prenez, parce que le temps aussi, c'est un facteur très important. Parce qu'il ne faut pas, vous avez un temps limité pour faire vos exercices, et donc ça serait bien de vous chronométrer pour voir combien de temps ça vous prend. Alors, ce sera l'exercice suivant. Je vous poserai la question à tout le monde. Où il est le pic moléculaire? Déterminer le pic moléculaire et le pic de base. Théoriquement, à ce niveau-là, tout le monde devrait savoir. Première évaluation. Regardez les tables et regardez le spectre. Déterminer le pic moléculaire et le pic de base. Alors, une réponse? On dirait qu'il y a... Madame, On dirait qu'il y a... l'écran noir. Oui? Madame, l'écran est invisible. Comment? Il faut quoi? L'écran est invisible. L'écran est invisible? Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. 2 secondes. Ah, je dois éliminer l'autre parce que je n'ai pas encore... Désolée, je dois changer le partage. Je sais pas. Je dois arrêter la présentation. J'oublie. Présenter. Fenêtre. Non. Annuler. Donc celui-là, ça y est. Ne pas enregistrer. Non. Et je fais celui-là. Et maintenant, c'est bon? Oui, madame. Ah, excusez-moi, désolée. Alors, voilà, vous avez un spectre. Déterminer, première question, déterminer le pic moléculaire et le pic de base. Expliquez. Et là, je répète, la compétence, c'est que normalement, vous devriez être capable de trouver le pic moléculaire. Quel est le pic moléculaire? 72. Non. Regardez les tables. Madame, Regardez. AMZ 82. Non. Oui? Qui c'est? Troisième personne a dit quoi? 61. Non. Parce qu'il y a eu 61. Il n'y a même pas 61. MZ égale à 100. Exactement. C'est qui? Quel nom? Parce que je ne peux pas faire les deux. Je ne veux pas vous voir et en même temps, qui c'est qui a dit 100? Présentez-vous. Qui c'est qui a dit 100? Ayman. Ayman, bravo Ayman. Qui c'est qui est d'accord avec Ayman? Il faut que vous soyez convaincus. Il a raison Ayman, mais il faut que vous soyez convaincus. Comment? Est-ce que vous êtes d'accord tous? Oui, madame. Oui, madame. Le pic moléculaire, première chose, c'est le plus haut dans le spectre, le plus loin dans le spectre. Sa taille, il peut être petit. Si moi, je vous ai donné une table, ça veut dire que tous ces ions-là, ils sont observés. Vous ne pouvez pas vous arrêter au milieu. C'est-à-dire que le plus haut dans le spectre, il suffit qu'il ait bien sûr quand même pratiquement l'avant-dernier ou à 1 ou 2 pics près en fonction des isotopes. Mais comme l'isotope le plus important, c'est le carbone, sauf quand il y a des halogènes, en général, on est à M-1, c'est-à-dire à X-1, ou je ne sais pas comment, N-1, pardon. Juste pour expliquer que le pic moléculaire, c'est celui, l'avant-dernier, plus ou moins, sauf quand il y a halogène. Quand il y a halogène, on a M+2, M+1 et M. Mais quand il n'y a pas d'halogène, c'est M+1 et M.
Après, les M plus 2 sont tout petits, on ne les voit pas. Mais on voit M plus 1 et M. Et c'est pour ça que dans les tables, on vous donne M et M plus 1. Donc, ici, dans ce cas-là, le pic moléculaire, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est le… Attends, je vais le mettre quand même avec… c'est… Voilà, M plus point, c'est celui-là. Hop. C'est le pic moléculaire à 100. Le pic de base. Alors, l'explication, c'est le plus haut dans le spectre. Le pic de base, c'est facile. Vous allez voir sur la table. 42. Non, 40. Voilà, c'est bien. Allez dans la table. Dans la table. Et ensuite, on va ici. 1, 41, 2 et 3. C'est celui-là. Il est bien 43 sur le… D'accord? Pic de base, c'est le plus abondant. C'est ça l'explication. Et donc, vous le pointez sur le spectre. Ensuite, on vous demande de faire le calcul des carbones comme avant, avec ici, le petit m plus 1 ici, avec le rapport m plus 1 sur m qui est égal à 1,112x, dont x est égal, et ça nous donne les résultats que je vous donne ici. Donc, le pic moléculaire est à m sur 100, m sur z égale à 100, le plus haut dans le spectre. Le plus haut, c'est-à-dire le plus loin, quand je dis le plus haut, le plus loin dans le spectre, ici, en allant de 0 à… Et le pic de base est le plus abondant, vous voyez, c'est-à-dire que les explications sont faciles, c'est-à-dire c'est pas des… Il est à m sur z 43. Ensuite, on détermine la formule brute en faisant le rapport des abondances m plus 1 sur m. Alors, l'abondance m plus 1 sur m, c'est 0,21 sur 3,1, déjà qui est égal à 0,067 fois, qui est égal à 1,112x, dont x égale 6,09 à peu près. Donc, on peut prendre un nombre de carbone est égal à 6. Si je multiplie 6 fois 12, ça nous donne 72. Retranché de 100, qui est la somme totale, ça nous reste, il reste à déterminer les 28. C'est beaucoup pour les H, donc il y a un oxygène, au moins un oxygène, au plus, parce que si vous faites 28 moins 16, il reste 12, et donc on ne peut pas aller plus loin. Et la formule, c'est C6H12O. Probablement. Donc, je vérifie le poids moléculaire, c'est bien 100. Degré d'insaturation, c'est égal à 1. Ça veut dire que j'ai une double liaison CC ou CO, ou un cycle. C'est les possibilités pour une insaturation. Et pour la détermination, on essaie maintenant le tableau. Entre le tableau et les explications, donc si on voit sur le tableau, qu'est-ce qu'on a? On reproduit un petit peu. 100, c'est le pic moléculaire ou l'ion moléculaire. Le 72, on fait la différence, ça nous fait 100 moins 28. Quand on regarde, il a la même parité là aussi. Voilà ce qu'il faut tout de suite, si vous voulez observer. C'est des ions qui ont la même parité, regardez, que l'ion moléculaire, ça veut dire qu'il est obtenu par un réagent. Voilà. Ensuite, vous avez le 71, c'est la perte de 29. Quand vous regardez les tables, vous trouvez même la structure, c'est 5H11 plus, ou alors c'est 3H7CO plus. C'est par perte. 29, c'est soit C2H5 radical, soit HCO radical. C'est ça les 29. Et le 43, vous pouvez le chercher, c'est la même chose. Vous pouvez chercher sur les tables. Après, je l'ai enlevé parce que, oui, le 43, je l'ai oublié. Bon, on mettra peu. Le 29, c'est de H5+, HCO+, c'est un aldéhyde, au cas où c'est un aldéhyde, etc. Donc, pourquoi je n'ai pas mis le 43? Mais vous le trouverez sur les tables. De toute façon, je ne sais pas comment. Oh, je ne le fais pas. Et donc, on peut par exemple prendre un exemple ici pour essayer de résoudre le problème un peu mathématiquement, si vous voulez. On peut écrire ça sous la forme 71 plus 29. En expliquant les fragments 71, si vous voulez, et 29, on peut trouver les deux morceaux et les coller. Donc, je prends les deux possibilités de 71, c'est-à-dire C5H11+, ou C3H7CO+, et je prends les deux possibilités du 29, soit C2H5, soit HCO.
Et j'essaie de croiser. Regardez. Si je croise C5H12 avec C2H5, est-ce que ça marche? Non. Parce que j'ai dépassé le nombre de carbone. 5 plus 2 fait 7 déjà. Si je croise C5H11 avec CHO, 5, 6, très bien. Nombre d'hydrogène, 11, 12, très bien. Oxygène, ça marche. Si je croise C3H7CO avec C2H5, 2 et 3, 5, 6, si je fais ça. CO, 1, 4 et 2, 6. 7 et 5, 12, ça marche aussi. Oui, madame, ça marche. Voilà. Je fais des choses comme ça. Je fais des choses comme ça et j'essaye. Si je croise ça avec ça, ça ne marche pas parce qu'il y a 2 oxygènes alors que j'en ai qu'un seul. Donc, j'ai 2 possibilités. Soit C5, H11, C2H5. Ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Soit, alors qu'est-ce que j'ai? C5H11 HCO ou C3H7CO C2H5. Voilà les 2 possibilités. D'accord? Après, il faut les écrire. Il faut écrire les 2 possibilités. Je pensais que je les avais fait dire comment ça carrière. Donc, C3H7CO C2H5. Ou alors, l'autre, C5, H11, COH. Ça, c'est les 2 formules semi-développées. Et chacune, il y aura des possibilités. Par exemple, ici, il y aura le propyle, l'isopropyle. Et là, dans C5H11, on s'amuse. Pas mal, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Le C5H11 peut être N, il peut être, avec le méthyle peut changer, tellement de possibilités. Là, vous allez avoir vraiment beaucoup de possibilités d'isomères. Bon, alors, comme j'ai dit la dernière fois, quand vous arrivez déjà à ce niveau-là, je trouve que vous avez très bien travaillé. Et donc, vous avez l'essentiel de l'évaluation. Et réellement, bon, on reprend, on essaie de trouver la structure qui peut correspondre, si vous voulez, le plus à notre molécule. Et on essaye de faire, si vous voulez, les modes de fragmentation jusqu'à ce qu'on trouve, par exemple, la correspondance. Alors déjà, entre la première ici et la seconde, j'ai un ion à expliquer. Les autres, ils s'expliquent plus ou moins facilement. Le 72. Le 72 est obtenu par un réarrangement de McLafferty. Chaque fois, je vais à celui-là parce qu'il est important et on va voir s'il peut différencier. Ici, CO, il a tout ce qu'il faut en gamma. Est-ce qu'ici, j'ai des hydrogènes en gamma? Ici, 1, 2, alpha, bêta, gamma, c'est possible. Donc, après, il faut faire les 2 possibilités pour voir lequel perd 28 parce qu'il faut obtenir le 72. Ici, je peux dans certains cas. Par exemple, ce que je voulais dire par là, que le 72 peut déjà déblayer les différentes formules que vous allez pouvoir écrire. Alors, ce que je vous propose maintenant, moi, à ce niveau-là, c'est que la prochaine fois, vous écrivez les différentes possibilités avec ces 2 molécules. Et vous essayerez de voir est-ce que pour toutes les possibilités que vous avez choisies, que vous avez trouvées, les différents isomères, vous allez retrouver ces ions-là, le 29, le 43, le 61, le 72. Et c'est comme ça que vous allez procéder par élimination et on va voir combien il nous reste de molécules à la fin qui vérifient les ions observés sur le spectre. D'accord? Et on arrête là. Elle est quelle heure? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous mettre le corrigé de la série 2 sur la plateforme tout de suite, tout à l'heure. Et au fait, la semaine prochaine, ce sera la dernière séance de TD. On termine théoriquement la série 3. Et si vous avez des questions autres. Par contre, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura l'examen, on n'a pas encore le calendrier. Si vous êtes intéressé, on pourra faire une séance de révision juste avant. C'est-à-dire juste avant les dates, quand on saura les dates, on pourra faire
une semaine avant ou quelques jours avant, on fait une séance de révision. Une fois que, que le cours soit fait, et les TD aussi, parce que moi, je ne ferai pas de révision si vous n'avez pas travaillé votre cours et TD. Ça ne sert à rien. On perd notre temps pour rien. Ce qui serait intéressant, c'est que vous fassiez votre cours, que vous fassiez des exercices de TD, des exercices sur Internet, ce que vous voulez, et vous venez le jour de la révision juste pour des questions que vous n'avez pas comprises, etc., etc. Ou au moins les examens qu'on a déjà fait. De toute façon, je vous ai donné quelques-uns, mais vous pouvez en avoir d'autres pour vous exercer. Pas de questions? Donc là, je ne vous montrerai pas. Par contre, j'ai mis la série, elle est liée. Si vous voulez la travailler un petit peu. Ça va? C'est bon? C'est Taheri. Tu es revenu? Je t'entends pas. Tu n'as pas ton... Attends, il y a une question peut-être sur le chat. Oui, oui, madame, je viens d'arriver, je viens de manger un petit peu. Parce que Tu continues ou quoi? Depuis le matin, je suis à la fac. Ouais. Non, non, je Ben, continue. il n'y a pas de questions, on peut... Donc, tout le monde a compris, vous pouvez travailler la série 3, la fin de la série 3, et chronométrez-vous, s'il vous plaît, comme ça, vous avez une idée sur le timing que prend un exercice. Ça représente la moitié pas la moitié, les 2 tiers d'examen à l'interprétation du spectre. Donc, juste pour avoir une